bourgeois ne sont que des bandits. Ils volent et tuent les travailleurs pour avoir des profits. Mais unis comme dans une grande armée, nous écrasons la bourgeoisie, rien ne peut nous arrêter. Nous écrasons la bourgeoisie. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast communiste révolutionnaire. Donc aujourd'hui, on a un épisode important sur la démission de Gabriel Nadeau-Dubois et la crise au sein de Québec solidaire, qui est un événement important auquel les communistes, les travailleurs, les jeunes doivent porter attention puis en tirer les leçons. Donc QS est présentement en 5e place des sondages et la démission du chef, c'est un autre ajout à cette crise-là qui dure dans le parti depuis déjà plusieurs années. Donc, on va en parler aujourd'hui puis essayer de faire ressortir les leçons de cette expérience-là. Donc, moi, je m'appelle Julien Arsenault, je suis membre du comité exécutif du PCR, puis aujourd'hui, je suis avec Hélène Bissonnette, qui est également une membre du comité exécutif du parti. Salut Hélène. Salut Julien. Donc, oui, on va essayer de faire la lumière sur la signification du départ de Gabriel Nadeau-Dubois. Puis peut-être pour commencer, il faudrait discuter des origines de cette crise-là. Donc, qu'est-ce que ça exprime? D'où ça vient, cette crise-là, au sein de Québec solidaire? Donc, peut-être, Hélène, tu peux nous lancer sur cette question-là? Oui, ben, je pense que pour parler des origines de la crise dans le parti, c'est bien de recommencer avec les origines du parti lui-même. Faut voir que Québec solidaire a été fondé en 2006 dans un contexte où on venait d'avoir le fameux manifeste pour un Québec lucide avec des noms du Parti québécois, notamment comme Lucien Bouchard, des gens comme Joseph Facal, qui représentaient vraiment la droite nationaliste et qui présentait des idées comme le besoin d'avoir plus de coupes, de mettre de l'austérité, d'enlever du pouvoir aux syndicats. Et en réponse à ça, on a eu le fameux manifeste pour un Québec solidaire, en fait, qui, d'une certaine manière, a été un peu le document fondateur, ou du moins à l'origine de ce qui va être l'année suivante, Québec solidaire, la fondation de Québec solidaire, qui s'inscrivait vraiment comme une espèce de rupture à la gauche, au sein du mouvement nationaliste. Et Québec solidaire, à la base, c'était une espèce de mélange ou d'amalgame de presque toutes les tendances dans la gauche québécoise qu'on retrouvait à l'époque. Et c'était dans le contexte où on venait de passer à travers les années 80, les années 90, où notamment, en particulier, le Parti québécois avait implanté dans les années 80 avec René Lévesque les pires mesures d'austérité, la fameuse loi Matraque de retour au travail forcé. On a eu la période d'austérité dans les années 90 avec le fameux déficit zéro de Lucien Bouchard. Et là, on arrive au début des années 2000 où, non seulement au Québec, mais dans le monde entier, on voit que la lutte des classes refait surface. On voit que la crise du capitalisme refait surface. Puis même au Québec, avant que tout ça arrive, on commençait à voir en fait que les principaux enjeux depuis le référendum de 95 s'étaient orientés, focusés en fait sur des questions de classe. On a vu le mouvement syndical s'activer, on a vu la grève des étudiants en 2015. En 2005 aussi, plutôt. Ouais. En 2015, oui, 2005. Ça trahit mon âge. Et aussi, à travers le monde, on a vu la révolution bolivarienne au Venezuela. On a vu le gros mouvement anti-mondialisation aussi. Et donc, l'arrivée de Québec solidaire, c'était un vent de fraîcheur, je pense, au Québec, dans la gauche. Et il faut dire qu'au Québec, on n'a jamais eu de vrai parti ouvrier, vrai parti des travailleurs. C'est quelque chose qui a toujours manqué. Et l'arrivée de Québec solidaire, ça l'ouvrait un potentiel, en fait, pour que le parti devienne vraiment ce parti-là. Oui, puis si je peux me permettre, tu mentionnais le manifeste pour un Québec lucide. Puis ça, c'était non seulement Lucien Bouchard puis des nationalistes de droite, mais c'était aussi des libéraux, en fait. Jean Charest, à l'époque, qui était premier ministre du Québec déjà, il disait « Ah, c'est de la musique à mes oreilles, ce manifeste-là ». Donc, c'était les fédéralistes et les nationalistes de droite qui se réunissaient en disant « L'État est trop gros, il faut couper, il faut des privatisations, etc. etc. » Puis même QS, à l'époque, puis pendant plusieurs années aussi, on disait de QS, chez QS, ce qui prime, c'est la question sociale devant la question nationale, au sens où
Ce qui compte, c'est élever le niveau de vie des travailleurs, des travailleuses et des jeunes. Puis ça prime sur le débat fédéraliste souverainiste. Donc, c'était ça aussi que ça représentait à QS. Puis ça s'est même approfondi, en fait. Justement, en 2009, le parti avait publié son manifeste, au 1er mai 2009, d'ailleurs, la journée des travailleurs, un manifeste qui s'appelait « Pour sortir de la crise, dépasser le capitalisme », point d'interrogation. Puis on avait sorti une citation ici du manifeste qui donne un bon aperçu de c'était quoi Québec solidaire. Il disait « Ceux qui veulent refonder le capitalisme passent à côté des vraies questions. Nous croyons qu'il faut plutôt le dépasser, c'est-à-dire aller vers des alternatives radicalement différentes au plan politique, social et écologique. » Donc le manifeste, bon, il y avait des confusions et tout, mais la question était posée. Il faut dépasser le capitalisme. Donc c'était ça QS, puis je me rappelle aussi à l'époque... J'étais jeune politiquement aussi, mais il y a une époque où Amir Kadir, quand il était le seul député de QS, il était de loin le plus populaire. Il y avait même une couverture du magazine L'Actualité avec la face d'Amir Kadir. Puis dans les sondages, il était de loin le député le plus populaire. Puis c'était évident que c'est à cause qu'il détonnait avec tous les autres. En fait, il était ouvertement anti-establishment, sans filtre. Puis ça touchait une corde parmi beaucoup de travailleurs et de jeunes. Ben moi, personnellement, je pense que c'est beaucoup entendre les discours d'Amir Kadir, entendre le député solidaire devant tout le vent de l'establishment politique. Quand j'étais très, très jeune, je m'éveillais à la politique. Moi, ça m'a énormément inspiré, puis j'ai pris ma carte de Québec solidaire. Là. Donc, c'était ça que représentait QS, c'était ce vent de fraîcheur-là pendant une certaine période. Mais éventuellement, je pense qu'on va voir que le parti va éventuellement se modérer. Puis je pense, le point qui est important de voir ici, c'est que QS représentait ce retour à la lutte de classe, cette volonté de ramener vraiment des politiques de gauche radicale, voire anticapitalistes. Mais de l'autre côté, le parti, surtout la direction, va vraiment... plié d'une certaine manière aux pressions du système capitaliste, aux pressions de son establishment politique. Toutes les pressions qui vont être là, on le voit beaucoup avec les médias. Je pense dès le départ, les médias vont s'acharner sur Québec solidaire. Puis on va voir comment ça va affecter aussi l'orientation du parti. Puis je pense même, à une certaine époque... Françoise David et Amir Kadir, qui étaient les porte-parole, vont essayer de un peu... changer l'image du parti pour essayer de présenter le parti sous un jour plus, comment on pourrait dire, respectable pour l'establishment politique. Mais c'est un peu ça, en fait, qu'on voit dans QS. Il y a si on veut, une contradiction entre l'impulsion qu'a donné naissance à QS, c'est-à-dire la nécessité, le désir de lutter contre le capitalisme, d'avoir une vraie alternative à tous les partis de l'establishment, puis donc qui est représenté à travers le manifeste que j'ai cité, par exemple. Même en 2011, au Congrès, les membres avaient voté en faveur de certaines nationalisations. Donc, il y a cette impulsion-là, puis cette volonté-là de lutter contre le capitalisme. Mais de l'autre côté, il y a cette pression-là sous le système capitaliste à délaisser ces idées-là, à être respectable, raisonnable. C'est une pression qui existe toujours, en passant. Mais donc, il y a cette contradiction-là chez QS depuis ses tout débuts, en fait. Puis c'est clair que QS n'a jamais eu un programme pleinement socialiste, mais donc... même déjà, les idées anticapitalistes du parti se butaient toujours à cette considération-là. Faut être modéré, faut être respectable et tout ça. Respectable aux yeux de qui, en fait? Aux yeux des riches, des médias et tout ça. Puis donc, juste pour finir sur ce point-là, c'est que c'est la même contradiction qu'on voit aujourd'hui avec les débats autour de Gabriel Nadeau-Dubois. Oui, je pense... Puis... j'ai retrouvé une citation de 2014, Françoise David disait déjà « L'idéalisme, c'est bien, mais à un moment donné, il faut entrer dans le réel. Nous sommes des idéalistes pratiques. » Puis ça correspond exactement à ce que tu viens de mentionner, là, cette idée qu'il faut être pratique, il faut être raisonnable, pragmatique, si on peut dire aujourd'hui. C'était déjà présent au départ de QS. Oui, on devrait revenir sur cette question-là de pragmatisme et tout ça, mais je pense que le point ici, c'est que on a toujours eu cette contradiction-là chez QS. Puis même dans les bonnes années de Amir Kadir, Françoise David, il y avait ces pressions-là qu'eux-mêmes y reflétaient. Amir Kadir, en 2016, avait dit « les gens pensent qu'on est des radicaux, mais en réalité, on est des réformistes. On accepte le principe de réforme. » Fait que oui, ça a toujours existé, mais il y a quand même quelque chose de différent avec l'arrivée de Gabriel Nadeau-Dubois. Puis je pense que c'est de ça qu'on devrait parler maintenant. Donc l'arrivée de GND, c'était en 2017, au printemps 2017.
Qu'est-ce que ça représentait, en fait? On peut peut-être commencer par là. Oui, ben GND, c'est pas n'importe qui. C'est le chef, c'est le porte-parole du mouvement étudiant 2012. Il y en a qui n'aimeraient pas le terme chef du mouvement 2012, mais bon, oui, dans les faits, c'était ça. Leader, chef, porte-parole. Ouais. Le point, c'est que GND était à la tête du mouvement en 2012. Puis, je veux dire, qu'est-ce qu'il représentait? Il représentait ça. Il représentait le radicalisme étudiant, même cette vision révolutionnaire de la société qui m'a animée, qui t'a animée, je crois, à la même époque. Ouais. C'est ça qu'il représentait. Donc, quand GND arrive dans le parti, il va amener un vent de fraîcheur aussi. Puis je pense, à l'époque, rapidement, du moment qu'il s'est présenté dans le parti, qu'on en a fait l'annonce, le nombre de gens qui ont pris leur carte de membre de QS a explosé. Je pense que le parti a doublé de membres en très peu de temps. C'est assez fou, tu sais. Puis je pense que ça nous donne une bonne idée de ce que représentait l'arrivée de GND dans le parti. Puis en fait, la meilleure façon de comprendre ça, c'est de voir qu'est-ce que les médias ou les anciens politiciens, les belles-mères là, de la politique avaient à dire à l'époque. Moi, je me souviens, là, j'écoutais la radio, je lisais les médias, puis c'était un barrage là, contre GND, là, l'hystérie des médias. Là. Ouais, j'en ai une coupe ici, en fait, d'un article qu'on avait écrit à l'époque sur la montée de GND. Plutôt l'arrivée de GND au parti. Bon, mon téléphone me joue des tours, mais j'en avais noté une à l'écrit ici. Oui, ça, c'était dans le Journal de Montréal, un chroniqueur quelconque, dont je n'ai pas noté son nom ici. Il avait dit « Digne de la tradition marxiste-léniniste latente chez QS, Gabriel a choisi de ne faire aucun compromis sur ses objectifs qu'il a élevés au rang de principe. » Ah bon, l'article a chargé, il y en avait d'autres aussi. Denise Bombardier, qui disait « QS est une vision qui nous ramène à une époque où Staline, Mao et Castro et leurs émules entraînaient leur peuple à la débâcle. » Une autre aussi, Journal de Montréal. Gabriel Nadeau-Dubois compte d'ailleurs aussi sur les malpris. Peut-être réussira-t-il à leur faire croire qu'ils sont des révolutionnaires. Cette imposture a fait le succès des bolcheviks. Il y en avait plein comme ça. C'était vraiment du macartisme. Là. On sortait, on ramenait ça à Marx, Lénine. La révolution était proche. Oui, c'est ça. C'est quand même drôle. Puis je pense que ça nous montre en fait ce que représentait l'arrivée de GND dans le parti. Et donc, oui, c'était ça. Mais je pense de l'autre côté, faut voir que le GND de 2017... était pas le GND de 2012. Et dès le départ, je pense qu'il va clarifier ça. Ben, en fait, une de ses premières déclarations, ça a été de dire que la classe politique des 30 dernières années avait trahi le Québec ou quelque chose comme ça. C'était pour ça que les médias s'en étaient pris à lui comme ça. Ah, comment il ose dénoncer toute la classe politique. Oui, c'est ça. Je me souviens de Bernard Drainville, là, qui était quasiment en train de pleurer aux ondes du 98.5. Mais après ça, rapidement, on a vu qu'il est revenu sur ça pour dire, mais là, écoutez, quand je parle de la trahison à la classe politique, je veux pas dire que tous les politiciens ont trahi, tout ça. Puis déjà, on voyait qu'il modérait son discours. Mais même aussi, j'avais retrouvé une citation en lisant un peu pour me préparer. Je pense que c'est en entrevue où, à Tout le monde en parle, pas longtemps après d'avoir joint QS, qui disait... il parlait de son passé, 2012 et tout ça. J'étais très bon pour dire ce que je ne voulais pas. Je suis meilleur aujourd'hui pour dire ce que je veux. Je renie pas mon engagement dans le mouvement étudiant, mais oui, j'ai changé. J'ai pris de la maturité. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent aussi, hein, quand on est jeune, on est de gauche, on est idéaliste, et quand on prend de la maturité, on devient plus raisonnable. Donc, je pense, dès le départ, on voyait que c'était pas exactement la même chose qu'on a vu par le passé. Non, effectivement. Puis c'est ça, en fait, GND représentait, dans les yeux de tout le monde, la gauche comme la droite, le mouvement étudiant de 2012 qui arrivait dans QS, dans un sens. Puis c'est pour ça, le membership du parti avait doublé, ça suscitait certainement un intérêt. QS avait monté dans les sondages aussi à cette époque-là. Mais comme tu l'as bien expliqué, GND était déjà plus la même personne. Puis ce qui devient clair quand même assez tôt, c'est la volonté de modérer le parti puis de l'amener dans une certaine direction, en fait. Puis ça, on va le voir dès le printemps puis l'été 2017. Notamment, il y a eu la fusion avec Option nationale, qui est aujourd'hui peut-être oubliée par beaucoup de monde, puis ça n'a plus autant d'importance aujourd'hui, mais ce que ça représentait à l'époque, c'était clair. ON, c'était une scission du Parti québécois, d'ailleurs, avec Jean-Martin Hossan en 2011, si je me souviens bien. Puis ils n'avaient pas rejoint QS à l'époque parce qu'ils disaient que QS était trop anticapitaliste. Mais donc, que ON rejoigne QS sous GND, qu'est-ce que ça démontrait? QS avait-tu changé? Oui, ils avaient changé. Ils avaient commencé à
délaisser un peu cette image anticapitaliste, en fait. Donc, c'est ça que ça représentait. Puis même plus important encore, c'était le débat au Congrès de 2017, justement, sur les fameuses alliances stratégiques avec le PQ. Parce que c'était déjà clair à l'époque que la CAQ montait dans les sondages, les libéraux implantaient une austérité épouvantable, comme c'est leur habitude. Puis donc, il y avait l'idée d'unir les forces souverainistes, de donner des comtés au PQ, certains à QS et tout ça. C'est une question qui est revenue souvent dans le parti. Ouais. Puis GND était en faveur de ça, en fait, de faire des alliances stratégiques quelconques avec le PQ. Ce qui était une position complètement erronée. En fait, le PQ s'était discrédité à de nombreuses reprises. Tu as parlé des années 80-90, les pires mesures d'austérité de l'histoire du Québec, parmi les pires, implantées par le PQ lui-même. Donc, de se salir en s'alliant avec le PQ aurait nui à la gauche, en fait. Puis, la question des alliances stratégiques a été rejetée par le Congrès de 2017, mais GND, à l'époque, était pour, en fait. Mais donc, on voyait clairement qu'il y avait déjà cette volonté-là de modérer le discours du parti, d'apparaître plus raisonnable. C'était plus subtil, mais c'était déjà très, très évident. Oui, puis aussi, pour ceux qui ont oublié c'est qui Option nationale, il faut quand même préciser que c'était un micro-parti. Au moment de la fusion, il y avait eu, je pense, 0,7% des voix aux dernières élections. Et la réalité, c'est que ce qu'on a vu, tout ce processus-là, où vraiment la fusion avec Option nationale, l'idée d'alliance, ramener ça aux membres, l'idée d'alliance avec le PQ, ça s'est vraiment fait dans ce processus où la fameuse question nationale, entre guillemets, comme le jargon à l'époque qui était utilisé beaucoup dans le parti, c'était est-ce que c'est la question nationale ou la question sociale? Autrement dit, est-ce que c'était la question de classe qui prenait le dessus? Puis pendant longtemps, c'était un peu incertain. Mais on a vu vraiment à partir de 2017 comment c'est vraiment la question nationale qui a fini par prendre le dessus. Puis le point central, ce que ça voulait dire, c'est on va mettre de moins en moins de l'avant des enjeux sociaux, ou du moins on va modérer nos positions à ce niveau-là. Fait que c'est ça que ça représentait, je pense, toute cette question des alliances stratégiques avec le PQ, la fusion avec ON. Ouais. Puis peut-être on peut mentionner au moins brièvement les élections de 2018, parce que ça, c'est un peu... ça montrait le contraire, jusqu'à un certain point, parce que dans cette campagne-là, QS a fait sa première percée, sa seule percée d'ailleurs, avait doublé son total de vote, avait triplé son nombre de députés. Puis c'était un moment charnière, en fait. Puis, mais ce que ça montrait, qu'est-ce que c'était la campagne de 2018 de QS? C'était assez particulier, en fait. Je me souviens, au début de la campagne, c'était pas clair qu'est-ce que ça allait être. La CAQ voguait vers une victoire presque certaine, ce qu'ils ont eu. Ce qu'on avait d'abord, c'était le rejet des deux partis de l'establishment, le PQ puis les libéraux qui avaient fait genre 43% des votes, les deux mis ensemble, qui était le plus bas de toute leur histoire aux deux partis. Ou du moins les deux combinés, et la montée de la CAQ et de QS de l'autre. Donc, ça représentait vraiment la volonté de changement des travailleurs et des jeunes au Québec. Puis la montée de QS était symptomatique de ça. Puis la campagne de QS en 2018, qui était menée par Manon Massé, d'ailleurs, pas GND, mais c'était autour d'enjeux de classe, en fait, de couper de moitié le prix du transport en commun. Je me souviens les affiches à Montréal, la gratuité scolaire de la maternelle, des CPE jusqu'à l'université, quelque chose comme ça. Donc, des enjeux de classe clairs, directs. Puis il y avait même eu, c'était fou, une espèce de peur rouge lancée par Jean-François Lisée qui disait « QS, ils sont ancrés dans le marxisme ». Il y avait une entrevue de Manon Massé à la télé qui était en anglais, où elle s'était fait demander « est-ce que QS est marxiste ?» Puis elle a dit quelque chose comme « si être marxiste, c'est être pour un meilleur salaire minimum, prendre la défense des travailleurs, I guess we are Marxist. » Quelque chose comme ça qu'elle avait dit. Donc il rejetait pas ces attaques-là, en fait. Puis ces attaques-là n'ont pas fonctionné. Puis QS a fait une percée. Donc ça montrait que c'était cette voie-là qu'il fallait suivre, d'être sans compromis, de mettre de l'avant des revendications de classe, puis de focusser là-dessus, en fait. Donc il y a eu cet épisode-là. Mais je pense que très rapidement, c'est comment je dirais, l'orientation de GND c'est précisé après ça. Parce qu'en fait... si je peux me permettre, peut-être un peu... C'était vraiment intéressant, cette élection-là, parce que, je pense que ce que tu dis, ça nous montrait vraiment tout le potentiel qu'avait Québec solidaire. Ouais. L'élection de 2018, ça a été un vent, là. Ça a été un choc, même un fouet, un peu, pour voir vraiment, OK, Québec solidaire a un potentiel de monter dans les sondages puis d'attirer plus de jeunes et de travailleurs. Et c'était l'élection de la CAQ.
Et la CAQ, si on se souvient, il s'était fait élire avec le slogan du changement. C'était le parti du changement, tout ça. Puis ce que GND avait dit en 2017, que la classe politique des 30 dernières années qui avait trahi, ben c'était ça l'élection de 2018. On disait non au PQ, non au PLQ. Et là, tu as la CAQ, cette nouvelle formation-là qui se présente comme étant le parti du changement, même si évidemment, ça ne l'était pas du tout comme on le voit très bien aujourd'hui. Mais c'était ça que tu avais la situation. C'était une polarisation de la société. Tu avais la CAQ à la droite et tu avais QS de l'autre côté. Puis tu sais, en 2018, c'est pas clair, en fait. On n'aurait pas pu deviner nécessairement que le scénario qu'on a aujourd'hui, QS est bon 5e dans les sondages. Mais pas du tout, rien de ça était déterminé. Non, c'est un bon point que tu amènes. C'était pas du tout inévitable. Puis un truc dont beaucoup de gens parlaient, avec raison, c'était la mort du PQ, en fait. L'effondrement complet du Parti québécois. Puis la question se posait, pendant longtemps, c'était « Ah, QS devrait faire des alliances avec le PQ ». Là, la question devenait presque l'inverse, en fait. Est-ce que c'est le PQ qui va venir cogner à la porte de QS pour demander des alliances stratégiques? Mais la question se posait, puis jusqu'à l'aube de l'élection 2022, le PQ était parti pour se faire presque rayer de la carte, en fait. Puis il y avait une vraie possibilité que l'opposition à la CAQ devienne Québec solidaire, sur la base d'un discours de classe, anti-establishment. Ça aurait été entièrement possible, en fait. Puis c'est pas ce qu'on a aujourd'hui. Peut-être pour ramener ça aujourd'hui, ce qu'on voit aussi beaucoup dans les médias en ce moment, c'est... surtout les médias de droite, le Journal de Montréal et compagnie, ils disent « GND était prisonnier de Québec solidaire. » Il voulait faire des changements, mais il est dans un parti irréformable. Mais je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut réaliser, c'est que GND a transformé QS. Il a ultimement réussi à bâtir QS à son image. C'est sûr qu'il en est sorti usé, comme il dit. Il y a eu des débats internes, des chicanes, comme ils disent. Mais la réalité, c'est que GND a transformé QS au cours des 6-7 dernières années. Donc, je pense qu'on devrait parler de ça, en fait. C'est quoi les changements qu'il y a eu à QS dans cette période-là? Disons depuis 2018-2019 à peu près. Oui, je pense que c'est vraiment un point qui est important parce que Gabriel Nadeau-Dubois arrive dans le parti. Les choses ne changent pas du jour au lendemain. Ça a été un certain processus. Il y a eu un moment, je pense, qui a été assez charnière, là, un point tournant. Que je me souviens, ça a été en 2021, le congrès de 2021, je pense que c'était en novembre, quelque chose comme ça, où vraiment, là, on a vu, en fait, comment le parti aux origines anticapitalistes, le nouveau parti de la nouvelle gauche et tout ça, était finalement revenu à une forme de parti très réformiste, très classique, comme on avait eu par le passé. Dans ce congrès-là, je me souviens qu'il y avait eu une série de demandes sur la nationalisation des grands secteurs de l'économie, notamment par nous, en fait, par les marxistes. À l'époque, on faisait partie du collectif Tendance marxiste internationale. On avait apporté différentes mesures socialistes, notamment la nationalisation des grands secteurs de l'économie, le fait de pas vouloir faire de sauvetage aux grandes entreprises, les fameux bail-outs que les gouvernements ont fait sans arrêt, surtout durant la pandémie. Et ce qui est assez choquant aussi, au sens où ça contrastait vraiment avec ce qu'on a pu voir dans le passé, c'est à quel point il y a eu une espèce de barrage de députés, de membres de la direction du parti ou de militants de longue date qui sont dans l'establishment de QS, si on veut, qui ont pris la parole, j'allais dire qu'ils ont pris le micro, là, mais c'était sur Zoom, qui ont pris le Zoom pour s'opposer là, avec toute force contre toutes ces mesures-là qui proposaient de ramener le parti à des origines anticapitalistes, mais aussi d'aller plus loin, de proposer vraiment un programme socialiste. Ça a été... on voyait qu'il y avait vraiment un effort concerté là, de s'attaquer à toutes ces mesures-là. Et ultimement, après le congrès de 2021, on a eu une plateforme, c'était la plateforme électorale d'ailleurs qui a été votée et qui a enlevé des acquis importants, notamment peut-être le plus marquant, c'est la question de la gratuité scolaire. Ouais. Et si on se souvient, Québec solidaire, c'était le parti de la gratuité scolaire. En 2012, c'était le seul parti qui était du côté des étudiants. Ben, plus que ça, c'est même GND lui-même, sa carrière a été lancée dans une lutte pour la gratuité scolaire. Exactement, si exactement. Effectivement, ça, c'était au congrès de 2021. J'étais là aussi devant mon ordi, sur Zoom, au congrès. Puis c'était fascinant. Puis ça, je dirais, oui, qui se mobilise contre
les revendications socialistes et tout ça, c'est pas particulièrement surprenant, évidemment. Mais effectivement, de proposer de changer la gratuité scolaire dans un premier mandat à on va atteindre la gratuité scolaire à terme, c'est-à-dire à un moment donné. C'était très symbolique, en fait, pour ces raisons-là. Puis c'est quelque chose qu'on entend toujours. Ah ouais, mais faut être réaliste, on peut pas tout faire dans un premier mandat. Mais ce que je dirais, si on promet pas des choses audacieuses, il n'y en aura pas de deuxième mandat. puis le point, c'est pas de se satisfaire de ce qui est possible sous le capitalisme, mais de lutter pour ce qui est nécessaire, en fait. Puis c'est nécessaire, la gratuité scolaire. C'est épouvantable ce qu'on paye en frais de scolarité, surtout rendu à l'université. Donc non, la gratuité scolaire, c'est une mesure forte de QS depuis toujours. Puis oui, c'était un changement, comme tu disais, le congrès 2021. Puis je me rappelle, à l'époque, il y avait un employé de GND, son bras droit, Renaud Poirier-Saint-Pierre, qui avait dit sur Twitter... beaucoup de changements au congrès de QS, quelque chose comme ça, beaucoup de changements au congrès de QS, des propositions moins terre à terre sont battues comme des nationalisations. On ne voyait pas ça avant. ça le résumait. Effectivement, on ne voyait pas ça avant. Donc ça montrait que sous nos yeux, GND et sa gang au sommet du parti étaient en train de transformer radicalement Québec solidaire. Oui, puis je pense un point qui est vraiment clair, ou du moins... comment on peut mesurer ce changement-là, ça a été la réponse des médias aussi à ce congrès-là en particulier. Où est-ce que vraiment on a vu, là, par le passé, les grands médias essayaient souvent de présenter QS comme un parti hyper radical. Et en 2021, le message qui était sorti dans les médias, c'est la direction du parti recentre Québec solidaire. On parlait sur toutes les tribunes du recentrage. Ouais. Donc, c'était assez évident que le processus qui avait déjà commencé quelques années auparavant avait atteint un sommet. Là. Ouais. Ça, c'était assez clair. Puis je pense que pour le résumer, ce qu'on a vu, tu sais que tantôt on disait, même sous Amir Kadir et GND, il y avait cette pression... sous Amir Kadir et Françoise David, il y avait cette tension-là entre la lutte contre le capitalisme puis cette pression-là de se modérer. Mais sous GND, je pense qu'il faut pas mâcher ses mots. Ce qu'on a vu, c'est vraiment une contre-révolution tranquille dans le parti, si je peux me permettre le terme. Puis ouais, c'est ça, on a vu une lutte systématique contre tout ce qui faisait paraître le parti trop radical, trop anti-capitaliste. Puis ce que je rajouterais aussi, d'ailleurs, la nouvelle est sortie, pas la nouvelle, une entrevue de GND à Radio-Canada, si je ne me trompe pas, où il disait « Ah ouais, j'aurais dû être plus clair avec mes intentions dès le départ, ou plus tôt. » Mais donc, ce que ça montre, c'est qu'il a été extrêmement malhonnête, en fait. Tous ces débats-là reflétait sa volonté de rendre le parti soi-disant plus pragmatique. Mais ça se passe depuis le début. Donc, c'est une lutte qui a été menée de manière complètement malhonnête, en fait. Donc un autre aspect de la question, c'est que même dans QS, puis comme tu l'as dit, Hélène, on est avec le PCR, anciennement la RIPA socialiste, on était aussi organisé au sein du collectif Tendance marxiste internationale dans QS, avec l'idée de promouvoir une perspective socialiste, un programme socialiste dans le parti. Puis on se faisait souvent dire « Ah, mais de quoi vous parlez? Recentrage, modération. » Non, c'est encore le même programme, c'est les mêmes idées. Puis bon, il y a plusieurs exemples de comment c'est pas le cas du tout. C'est-à-dire, ils ont changé des positions sur la gratuité scolaire. Même sur la question des nationalisations, en fait, Ruba Gazal, il y a quelques années, s'était opposé aux nationalisations qui étaient dans le programme du parti. Fait qu'il y a plein d'exemples. Mais même si peut-être un exemple rapidement qui est quand même important à mentionner, c'est la question de l'environnement, là aussi. Oui, c'est vrai. Qui a toujours été 2019, un pilier de Québec. 2019. Ouais, en 2019 notamment, on a enlevé la direction vraiment... est parvenu, là, quand on parle de réussir à transformer le programme du parti, pour enlever toutes les mesures qui dénonçaient toutes les mesures de marché, comme les taxes carbone, les bourses carbone, tout ça. Puis à la place, ils ont remplacé ça par des mesures de éco-fiscalité, là, qui est essentiellement d'autres façons d'encourager les entreprises à consommer mieux, mais fondamentalement qui ne s'attaque pas du tout à la racine du problème. Donc, ça a été vraiment un virage à 180, modérer la plateforme sur cet enjeu-là qui était supposé être un enjeu où est-ce que Québec solidaire ne fait aucun compromis. Alors, on a vu les compromis. Je le mentionne parce que c'est quand même un point qui est assez important aussi. Oui, puis ça a continué aussi pendant juste pour finir sur la question de l'environnement, à l'élection de 2022, les fameuses taxes oranges dont François Legault avait fait tout un plat. Puis c'est sûr que il y avait une énorme exagération de la part de la droite sur « Oh mon Dieu, QS veut taxer tout le monde ». Mais le point, c'est que les augmentations de taxes que
que QS mettait de l'avant, ça touchait les gros pollueurs en général. Puis la barre était très basse, puis ça pouvait être perçu comme une attaque sur une couche de la classe ouvrière, en fait. T'sais. Donc, ça ne faisait pas ressortir la question de classe, la différence entre les riches, les grands pollueurs, les grandes entreprises et les travailleurs. Puis si la gauche adopte une approche sur l'environnement où on donne ne serait-ce que l'impression qu'on veut punir la classe ouvrière pour ses soi-disant mauvais choix environnementaux, mais c'est le baiser de la mort, comme on dit en anglais. Non, il faut une approche de classe où on met le blâme sur les riches, sur les capitalistes, puis qu'on propose de prendre le contrôle de ces entreprises-là pour faire une transition vers des énergies vertes et tout ça. Bon, c'est une grosse parenthèse que j'ouvre, fait que je vais la refermer tout de suite. Peut-être le point derrière ça, c'est aussi l'utilisation du langage. Là. On parlait de citoyens. Au lieu de mettre des mots très clairs, est-ce qu'on lutte contre le patronat, contre les grands capitalistes qui sont les grands pollueurs, ou est-ce qu'on lutte contre... On met des mesures pour les citoyens en général? Ben, c'est là où je voulais nous amener, en fait, parce que... Mettons de côté la question de changement du programme, des mesures et tout ça, parce que c'est pas juste ça, la modération de QS puis le changement avec GND. C'est vraiment plus, même dans l'image du parti, en fait, que tu as vraiment l'impression que GND regarde au-dessus de son épaule. Il dit est-ce que je vais être acceptable? Est-ce que je vais être bien traité par les médias? On dirait vraiment qu'il y a une peur bleue d'une mauvaise chronique dans le Journal de Montréal. T'sais. Puis ça, mais ce qu'on voit, c'est que dans l'image du parti, ils essaient vraiment comme de plaire à la classe dirigeante, puis de pas trop brasser la cage, de pas trop paraître anti-establishment. Puis là, on le voit, GND, ils pensent que ça aiderait à faire de QS un parti de gouvernement, en fait. Mais donc là où je veux en venir, c'est que la question de la modération puis de lutter contre les racines anticapitalistes, c'est pas juste une question de programme, mais c'est même comment le parti se présente. Mais rendu là, QS devient presque indistinguable du Parti québécois. Rendu là, qu'est-ce qui les sépare? Puis ça, je pense qu'on l'a vu. En fait, parlant de Parti québécois, justement, le meilleur exemple, je pense qu'on peut se faire ressortir pour montrer ce que tu présentes, c'est la fameuse saga autour du serment du roi. Ouais. Et c'est un peu l'ironie où est-ce qu'à ce moment-là, Québec solidaire, a complètement plié sous le décorum des procédures du Parlement. Et c'est qui, en fait, qui est allé devant la place publique, devant les médias? C'est qui a eu l'air d'être le Parti radical, qui tient ses principes, qui dit non, nous, on va pas prêter serment au roi? Ça a été les 3 députés du Parti québécois. Et donc, même si QS a l'air de plus en plus d'être une version diluée du PQ, dans ce cas-ci en particulier, c'est le Parti québécois qui a brillé, en fait, parce qu'ils ont tenu leurs principes, alors que QS parlait de... il faut qu'on soit dans l'institution du Parlement pour mettre de l'avant un projet de loi pour qu'on puisse enlever le serment du roi. Mais c'est de la politicaillerie, c'est de la joute parlementaire. C'est pas de ça dont les gens se souviennent, en fait. Ils se souviennent des gens qui prennent des vraies positions de principe. Ouais, c'est gênant, en fait, parce que c'était tellement un enjeu facile, en fait, pour des nationalistes de gauche comme QS de pas prêter serment, tenir son bout, puis faire son point, en fait. Mais oui, parce que, ils ont refusé de prêter serment après que le PQ l'ait fait. Puis après ça, ils ont dit mais il faut retourner, comme tu dis, pour aller passer un projet de loi. Puis ça n'a eu aucun impact. Là. C'est la CAQ qui a passé son propre projet de loi pour rendre le serment optionnel. Donc, non, sous pression du PQ. Oui, sous pression du PQ, évidemment, qui tenait son bout. Fait que, non, c'est un exemple, c'est l'exemple des exemples de comment QS est allergique à tout ce qui peut les faire paraître anti-establishment ou attirer les foudres des médias et tout ça. Puis c'est vraiment... C'est vraiment incroyable quand on y pense, parce que faut pas oublier la nature de l'époque aussi. On est dans la pire crise du capitalisme depuis des générations. Les gens sont plus pauvres, ont la misère à payer leur loyer, leur épicerie, tout ça. Puis dans ce contexte-là, il y a un rejet de tout ce qui est associé de près ou de loin à l'establishment, aux institutions et tout ça. Puis je pense que le serment au roi, d'ailleurs, c'est de cet épisode-là que date la montée du Parti québécois dans les sondages. Je pense pas que c'est un accident. Il y a d'autres aspects aussi, mais le point, c'est qu'il y a un espace pour une voix, un parti ouvertement anti-establishment, qui rejette les institutions, qui méprise les institutions. Puis un des bons exemples de ça, c'est Catherine Dorion, en fait, parce que Catherine Dorion était la députée la plus populaire de QS, de loin, devant GND, au début de son mandat en 2018-2019. Puis, je me rappelle, on avait écrit un article où on laissait entendre que Catherine Dorion s'était fait tasser par la direction. Mais je dois dire que quand le livre de Catherine Dorion est sorti, puis que je l'ai lu,
Ben, j'avais pas saisi à quel point c'était encore plus vrai que je pensais, en fait. Ils ont tassé Catherine Dorion parce qu'elle était dérangeante avec son mépris ouvert des institutions politiques parlementaires. Puis, mais ces gens-là sont incapables de voir que c'est ce genre de discours combatif anti-establishment qui fonctionnerait, en fait, qui rendrait un parti comme QS populaire. Ouais. Puis je pense, l'épisode de Catherine Dorion, ou l'épisode de la saga Catherine Dorion, c'était fascinant. Tous les médias, je me souviens, Denise Bombardier, qui s'attaque à comment l'égérie féminine de la gauche déjantée. Mais comment veux-tu plus rallier des jeunes frustrés contre les vieux chroniqueurs du Journal de Montréal? Comment veux-tu plus attirer de la sympathie que comment Catherine Dorion se faisait traiter dans les médias? Elle attirait l'attention dans la sphère médiatique, bien sûr, mais elle est arrivée à l'Assemblée nationale avec ses Doc Martens, avec sa tuque, avec son coton ouaté. On est-tu bien en coton ouaté? Je veux dire, elle s'habillait comme monsieur, madame, tout le monde. Elle s'habillait comme toi puis moi. Le Parlement, puis ça, c'est une autre affaire aussi, là, la question du Parlement. Là, je pense que c'est quelque chose qu'on a pu voir aussi, là, l'espèce de respect quasiment plus grand que les politiciens bourgeois pour l'institution du Parlement que les autres partis, en fait. Ouais, puis c'est drôle, la semaine passée, dans la foulée du départ du GND, il y avait Antoine Robitaille dans le Journal de Montréal qui disait au fond, Gabriel Nadeau-Dubois, il a un côté institutionnel. Il aime beaucoup l'institution du Parlement. Puis je trouvais ça drôle qu'il mentionne ça. Parce que c'est vrai qu'on voyait beaucoup ça. Je me souviens des discours de GND qui parlaient de la maison du peuple. Que l'Assemblée nationale, c'est la maison du peuple. Si c'est la maison du peuple, comment ça se fait qu'on empêche la seule députée qui s'habille comme le peuple d'aller dans cette maison-là? Puis vraiment, la réalité, c'est que c'est un secret de polichinelle pour ben des travailleurs au Québec comme partout que les vraies décisions, là, la vraie politique se passe pas à l'Assemblée nationale aux yeux du peuple, se passe derrière les portes closes des conseils d'administration puis des conseils des ministres. Et cette espèce de volonté de jouer la joute parlementaire est toujours aussi appelée à François Legault, par exemple, à présenter des demandes raisonnables. Ouais, c'est comme s'il voulait faire entendre raison à François Legault quand GND parle, ouais. Comme si c'était juste des amis qui pouvaient discuter puis se faire entendre raison, alors exact. François Legault, c'est l'ennemi des travailleurs au Québec, c'est le politicien des patrons. Ouais. Et si je peux nous amener, je pense c'est temps d'aller vers un autre sujet, parce que je pense que ce qu'on a décrit ici, c'est comment GND, ultimement, quoi qu'en pensent les médias, il a réussi à transformer QS à son image, dans une large mesure. Puis les résultats parlent d'eux-mêmes. QS est en 5e place des sondages, 5e, là, derrière le Parti conservateur d'Éric Duhaime, qui n'a pas de député, à peu près pas d'influence. C'en est gênant. Puis je pense que quand GND parle de former un parti de gouvernement, ben, l'ironie saute aux yeux. QS n'a jamais été aussi loin de former un gouvernement qu'en ce moment. Fait que ce qu'on voit, c'est que cette modération-là, le soi-disant pragmatisme, puis de rejeter tout ce qui fait paraître QS trop radical ou anticapitaliste, mais ça fonctionne pas, en fait. Puis ça, c'est l'impasse dans laquelle se trouve QS. Mais un sujet qui est relié, c'est la question de la soi-disant montée de la droite. Parce que ce qu'on entend beaucoup aussi depuis quelques semaines, c'est « Ah oui, la gauche a la vie dure, c'est pas facile, c'est de même partout dans le monde. » Donc, je pense qu'on devrait parler de ça, le soi-disant vent de droite. Est-ce que c'est ça l'explication des difficultés de QS? Est-ce que c'est à ça qu'on devrait attribuer le fait qu'ils sont en 5e place? Donc, peut-être tu pourrais nous lancer là-dessus. Ben, c'est une idée, c'est pas nouveau. C'est quelque chose que j'ai entendu souvent dans le parti. En fait, depuis que la CAQ s'est fait élire, constamment cette idée, il y a un vent de droite et ça, c'est toujours, ou d'une certaine manière, c'est souvent présenté comme un peu un constat fataliste. La gauche gagne pas, Québec solidaire gagne pas parce que les gens sont à droite. Ouais. La population est à droite, les travailleurs sont à droite, c'est la droite qui gagne. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est... Comment dire? C'est quoi? C'est juste le destin qui nous amène comme ça, il n'y a rien à faire. Ouais, ou c'est la faute des gens. Les gens sont stupides, ils ne comprennent pas nos idées. Puis, je vais répéter ce que j'ai dit tantôt. En 2018... tout indiquait que Québec solidaire avait le vent dans les voiles, en fait. Était dans une posture parfaite, je dirais,
du moins excellent, pour être l'opposition à la CAQ et vraiment créer un mouvement de masse autour de positions radicales qui rompent avec le système capitaliste. Tout était là. Et pourtant, c'est pas ça qu'on a vu. La réalité, c'est que c'est pas la droite, c'est pas une fatalité de l'existence qui s'abat sur la gauche. Non, puis en fait, si on regarde à l'époque, 2018, ces années-là, en fait, si on se rappelle, Trump était au pouvoir pour la première fois. Ouais. Mais Trump au pouvoir, c'était juste un côté de l'équation, parce que les gens s'en rappelleront peut-être, mais oui, il y avait Trump à droite, qui prenait le contrôle du Parti républicain, mais de l'autre côté, tu avais Bernie Sanders, qui était un indépendant, mais en tout cas, il travaillait avec le Parti démocrate, qui s'était présenté à la course pour être le candidat du Parti démocrate. Ce qui était, selon nous, une erreur. Nos camarades de notre section américaine, de notre internationale, avaient écrit des nombreux articles sur comment, en fait, Bernie devrait rompre avec le Parti démocrate, lancer son propre parti socialiste. Mais toujours est-il que Bernie Sanders, à l'époque, parlait d'une révolution politique contre la classe des milliardaires. Il disait des choses, je me rappelle de son discours, je le vois dans ma tête, c'est peu importe qui gagne, les travailleurs vont perdre parce qu'il y a une minorité de riches qui contrôle la société, quelque chose comme ça. C'était ça le discours de Bernie Sanders, puis ça avait résonné avec des millions d'Américains. Il était le politicien le plus populaire, puis il s'est fait saboter par la direction du Parti démocrate. Mais le point, c'est que ça montrait cette polarisation-là qu'il y avait dans la société, puis c'est ça que les gens qui parlent de montée de la droite, de vent de droite, ils voient pas, en fait. Que c'est pas une montée de la droite, c'est une montée de la colère des travailleurs puis des jeunes contre l'establishment qui s'exprime à travers n'importe quelle figure qui semble être anti-establishment. Puis c'est ça qu'on voit avec le retour de Trump au pouvoir, que Trump est perçu par des millions de travailleurs via sa démagogie anti-establishment. Tu sais, Trump, c'est un milliardaire, réactionnaire et tout ça, il a à peine besoin de mentionner ça, mais il réussit à toucher une corde sensible avec une part très significative de la classe ouvrière aux États-Unis, de toute origine. D'ailleurs, les gens disent « Trump, c'est un raciste, un sexiste. Il a augmenté son vote auprès des femmes, auprès des latinos, auprès des noirs. » Bref, il touche une corde auprès des travailleurs. Puis en fait, ce que ça exprime, c'est l'échec complet de la gauche de connecter avec cette humeur anti-establishment-là. Puis c'est ça qu'on voit avec US ultimement. C'est le reflet d'un processus mondial où la gauche, honnêtement, a peur de son ombre. Ils ont peur de la critique. Puis honnêtement, je vais le dire, puis je sais qu'il y a des gens qui n'aimeront pas ça, mais soyons honnêtes, la gauche a quelque chose à apprendre de Donald Trump. Pour le dire franchement, parce que Trump, il se fait attaquer, il s'en fout. Puis il est probablement coupable de tout ce dont il est, de tout ce pourquoi il est attaqué, mais il s'en fout. Il contre-attaque, puis plus il est attaqué, plus il est populaire. Puis les gens parlent, les médias sont toujours contre QS. L'écrasante majorité des médias américains étaient contre Trump. Ça n'a rien changé. Puis toutes les poursuites en justice contre Trump, ça l'a juste renforcé, en fait. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre que personne ne fait confiance aux médias, personne ne fait confiance aux tribunaux. Puis Trump, en donnant l'impression qu'il s'oppose à toute cette cabale-là, à toute cette gang-là, ben, il réussit à toucher une corde sensible auprès des travailleurs. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'important ici. C'est en fait, le vent de droite, c'est un peu une blague. C'est comme dire, c'est quoi? C'est un camarade qui disait récemment, c'est comme, mais je voudrais faire un but, mais il y a un goaler devant le but. Évidemment, il y a une droite. Évidemment, il y a les médias. Évidemment, il y a l'establishment. Mais dans le contexte où on se trouve, pour connecter avec l'humeur de colère qui grandit, mais il faut rejeter ouvertement toutes ces institutions-là. Puis c'est ça que la gauche, à peu près partout dans le monde, fait pas, en fait. Ils sont quasiment organiquement incapables de connecter avec cette humeur-là. Puis c'est ça qu'on voit avec GND. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Je pense que tu as bien décrit la situation. C'est effectivement, je pense que la gauche devrait apprendre de Donald Trump. Tout l'establishment libéral, tous les médias étaient contre lui, sont encore contre lui. Si on écoute les médias, tout le monde s'attaque à Donald Trump, l'establishment le poursuit en justice, tout ça. Et tout ce que ça fait, c'est lui donner encore plus de popularité parce que les gens en ont marre de l'establishment, ils en ont marre des grands médias, ils en ont marre des politiciens qui leur font des promesses année après année, puis au final, ben, les conditions des travailleurs continuent de se détériorer. Et il faut vraiment que la gauche ait
échoué pour que quelqu'un comme Donald Trump se présente comme le parti des... Le politicien où il présente le parti républicain comme le parti des travailleurs. Et on voit le même processus à travers le monde où est-ce que les partis de gauche essaient de pas trop déplaire à l'establishment politique. On a juste à regarder ce qui se passe avec le NPD pour voir ça. Ils sont complètement à la remorque. Il y a des gens qui n'aimeront pas de la comparaison entre QS et le NPD, mais dans les faits, c'est le même processus. Ça, on voit le même processus se passer. Puis à l'époque, quand QS a été formé, ça faisait partie de ces partis de la nouvelle gauche qui se voulaient rompre justement avec les partis sociodémocrates qu'on a eus, les partis réformistes classiques qu'on a eus dans les décennies auparavant, qui ont fini par se modérer, puis même parfois à simplement capituler, puis à implanter, quand ils ont pris le pouvoir, à implanter des programmes d'austérité. Non, puis c'était l'époque, tu sais, dans le Labour Party britannique, c'était le New Labour, tu sais, la troisième voie de Tony Blair, tu sais, qui disait qu'il fallait une troisième voie entre le socialisme et le capitalisme. Puis essentiellement, Tony Blair, si ma mémoire est bonne, c'est lui qui a dégelé les frais de scolarité au Royaume-Uni. C'est lui qui a lancé la guerre en Irak. Donc oui, effectivement, QS et une série de partis de gauche ailleurs dans le monde aussi. Il y avait Die Linke en Allemagne. Excusez mon allemand approximatif. Podemos. Non, Podemos, c'était un peu plus tard, en 2014. Mais il y avait les débuts de Synapsismos en Grèce, qui est devenu Syriza. Bref, il y avait ces partis-là qui s'inscrivaient contre les partis sociaux-démocrates qui se modéraient, justement. Puis, ironiquement, l'expression « parti de gouvernement », c'est exactement l'expression que Tony Blair utilisait pour parler du New Labour au Royaume-Uni. Oui, puis peut-être, je voulais revenir un peu, tu mentionnais que c'est un processus qu'on voit un peu partout, tu sais, puis le cas de la Grande-Bretagne est assez intéressant parce que, bon, un peu contrairement, on n'a pas vu un nouveau parti de gauche en Grande-Bretagne, on a vu un renouveau dans le Labour Party dans les dernières années avec un gros mouvement autour de Jeremy Corbyn qui se présentait comme... un socialiste. Souvent un socialiste autoproclamé qui présentait des réformes audacieuses, tout ça. Puis le point, c'est pas Jeremy Corbyn en tant que tel, mais c'est le mouvement qu'il représentait derrière lui. C'est devenu rapidement le plus gros parti en Europe. Et il a vraiment canalisé la colère ambiante contre l'establishment, vraiment le désir de la classe ouvrière de rompre avec le statu quo, avec l'austérité. Mais ce qu'on a vu, puis c'est là où je pense on voit un processus similaire de la gauche réformiste qui, dans des moments importants, finit par plier ou capituler devant l'establishment parce que Corbyn a subi des attaques, une énorme campagne de salissage. On l'a traité d'antisémite. Ça a été d'ailleurs, il y a même des documents qui ont été leakés qui montrent que ça a été une fabrication toute pièce. On a monté une grosse campagne contre lui. Et plutôt que de résister à ça, puis dénoncer l'establishment, dénoncer même l'aile blairiste dans son propre parti, s'est excusé et a capitulé, a voulu essayer a cherché à faire des compromis avec ces gens-là qui lui plantaient un couteau dans le dos. Puis c'est un peu ce processus-là où on voit qu'à chaque fois, la gauche a peur d'être en confrontation, cherche toujours à faire un compromis. Avec qui, au final? Pas avec les travailleurs, avec les jeunes, pas avec les gens qui votent pour eux, mais chercher à faire un compromis avec l'establishment politique qui fait tout pour essayer justement de rendre inoffensif des partis comme QS, de rendre inoffensif des gens comme Corbyn. Puis je pense que c'est un processus qu'on a vu à l'échelle mondiale. Puis pourquoi c'est important ce qu'on discute ici avec Québec solidaire, c'est que c'est le même phénomène plus large. Ça va au-delà de Québec solidaire. Oui, exactement. Puis je pense que ça nous amène bien à la fin de l'épisode. En fait, il resterait un truc qu'il faut discuter. Mais c'est quoi l'avenir de QS, en fait? Puis qu'est-ce que nous, on propose au PCR? Parce que c'est une chose d'expliquer ce qui s'est passé dans QS, d'expliquer l'impasse du parti, qui, comme tu l'as dit, ben, ça reflète l'impasse de la gauche partout dans le monde, qui est absolument incapable de connecter avec l'humeur, la colère des travailleurs et des jeunes. Mais donc, en fait, c'est quoi l'avenir de QS? Puis qu'est-ce que nous, on propose au PCR? C'est difficile difficile de résumer. De le résumer. Il y a deux questions ici, je te l'avoue. On peut peut-être commencer par finir sur QS, puis après ça, parler du PCR. L'avenir de QS, évidemment, on n'a pas de boule de cristal.
Mais puis aussi, je pense quand même le départ de GND, puis aussi déjà avec le processus qu'on a vu avec les sorties de Catherine Dorion, Émilie Lessard-Terrien aussi, qui avait quitté son poste de porte-parole, où est-ce qu'on critiquait justement le projet de former un parti de gouvernement de GND, son pragmatisme et tout ça. Je pense qu'il y a quand même des éléments dans le parti ou du moins de ce que je vois là aussi circuler sur les médias sociaux, des lettres dans les médias, qu'il y a des gens qui se disent ça nous prend une autre solution, tu sais. Ouais. Il faut changer de cap. Et c'est difficile de savoir vers où exactement le parti va s'en aller. Mais je pense que le point central, c'est effectivement, c'est une bonne chose, je pense, si on veut changer de cap. On veut recentrer le parti vers ses traditions, vers des positions de principe, pas toujours capituler par opportunisme. Mais sur quelle base ça va se faire? Sur quelles idées? Je pense que c'est ça le plus important. Ouais, mais je pense que il n'y a plus personne qui peut ne pas voir l'impasse de Québec solidaire. Ouais. Puis moi, je pense qu'on l'a remarqué, effectivement, il y a plus de voix qu'avant, plus de gens qui disent qu'ils sont en désaccord avec le soi-disant tournant pragmatique. Amir Kadir a dit « ça va pas marcher, la gauche partout est en train d'échouer sur cette voie-là ». Donc, il était en train de dire que ce que GND faisait, c'était mauvais. Il n'a jamais osé le dire pendant le mandat de GND, mais bon, trop peu trop tard, mais bon, il l'a dit quand même. Émilie Lessard-Terrien, même chose. Quelque chose, c'était quoi son article? Elle disait, faut moins de chemises repassées, puis plus mettre ses tripes sur la table, quelque chose comme ça. Bon, c'est un peu une pointe à cette espèce d'image que GND, sa clique, essaie de donner au parti. Un parti de l'establishment, essentiellement, qui est acceptable, qui est monsieur, madame en soute et tout. Fait qu'elle aussi rejette ça. Catherine Dorion a dit, c'est une évidence que la gauche perd partout en Occident. Son post a été partagé par Sol Zanetti. Il dit « je suis 100% d'accord ». Après ça, ça se demandait pourquoi t'as rien dit pendant que GND était là. Mais bref, là, les langues se délient, en fait. Puis moi, je dirais que le truc qui était particulièrement remarquable, c'est le discours de Ruba Gazal, en fait. Son premier discours plus officiel depuis le départ de GND. C'était quelque chose comme 8-9 minutes. Puis Ruba Gazal, c'est d'ailleurs une de celles qui veut vraiment mettre l'accent sur l'indépendance, que la question nationale, c'est la priorité, ce qui fait que QS ressemble essentiellement à une pâle copie du PQ. Mais dans son discours, elle a presque pas parlé d'indépendance, en fait. Presque tout le long, elle parle des travailleurs, des démunis. Elle dit QS doit retrouver son étoile polaire, c'est-à-dire redevenir la voix des travailleurs et des travailleuses. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ça de manière aussi claire à QS. Donc, je pense que ça reflète le fait que beaucoup de gens réalisent l'impasse du parti, puis réalisent aussi la voie qu'il faudrait prendre, de prendre une approche de classe ouvertement. Mais bon, la question reste ouverte jusqu'où ça peut aller, parce que ça aussi, il faut faire attention, c'est pas une question de une personnalité, c'est pas GND pour ou contre. Ultimement, c'est pas particulièrement important l'individu, c'est ce qu'il représente, puis c'est ce qu'il y a autour de lui, puis c'est l'ensemble de la direction du parti qui a pris cette direction modérée, je sais pas comment le dire, édulcorée, en tout cas de se débarrasser de tout ce qui est radical, anti-establishment, tout ça. C'est l'ensemble de la direction du parti. Ouais. Donc, c'est pas garanti que ça va changer. Mais ouais, donc l'avenir le dira, mais c'est clair que l'impasse se fait ressentir, puis ça se pourrait que le parti prenne un peu plus une image anti-establishment. En tout cas, moi, je pense qu'il faut être aveugle pour pas le voir. C'est ça qui marcherait pour la gauche, en fait. Ouais. Ironiquement, l'idée de former un parti de gouvernement, mais c'est en connectant avec cette colère-là ambiante. Oui, je pense que tu frappes un bon point, mais je pense la question, c'est qu'est-ce qui va se passer? Puis aussi, c'est pas la première fois qu'on entend des discours comme ça, que j'entends ces idées-là aussi. Il faut revenir à des idées plus moins édulcorées, tout ça. Mais aussi des gens en ce moment qui défendent ça dans le parti, qui disent qu'il faut changer un peu le parti, il faut quitter l'approche de GND. Aussi, malheureusement, c'est aussi des gens que j'ai entendu dire, qui sont déjà venus me voir dans le parti ou qui sont déjà venus nous voir quand on intervenait dans les congrès pour défendre des mesures socialistes. Ah oui, mais je suis d'accord, mais il faut faire attention si on veut être un parti de gouvernement. Donc, la réalité, c'est qu'il y a des gens qui, à une certaine époque, aussi critiquaient nos idées soi-disant trop radicales. Aujourd'hui, disent, là, il faut une nouvelle solution, il faut revenir à des idées plus audacieuses. La question, c'est est-ce que ça va être concret, tu sais?
Parce qu'on peut dire ça, on peut parler de... il faut renouveler QS, mais la question concrète, ça va être quoi le programme du parti? Quelles idées vont défendre le parti? Puis je pense que ce que ça nous prend un vrai programme socialiste. Nous, c'est ça qu'on argumente depuis longtemps. Puis c'est pas simplement parce que c'est le fun, mais c'est surtout parce que il y en a pas de solution en ce moment. Si on regarde le contexte dans lequel on est, pourquoi la gauche est aussi misérable qu'elle est pendant que la droite populiste monte, c'est aussi parce que la gauche est prise dans le réformisme. Mm-hmm. Et si on accepte les paramètres du capitalisme, il faut en accepter les conséquences. Si on joue le jeu du capitalisme, si on veut un capitalisme avec quelques belles réformes, il faut accepter tout ce qui vient avec. Ça veut dire que pendant des périodes de crise, on ne pourra pas défendre nos idées trop audacieuses. Ça veut dire que même aussi, si on prend le pouvoir, on a vu des exemples, en fait, de partis de gauche radicales qui ont pris le pouvoir. On mentionne souvent l'exemple de Syriza, qui a pris le pouvoir en 2015 en Grèce. Mais c'est un exemple de ce qui peut attendre un parti qui ne veut pas pleinement rompre avec le capitalisme. Syriza a pris le pouvoir avec un programme anti-austérité. Ils ont fait face, dans le contexte de la crise à dette, ils ont fait face à un barrage, en fait, des grandes banques d'Europe qui leur ont dit, vous allez imposer l'austérité et on va vous forcer à le faire. Ils ont fait un référendum. 61% de la population a rejeté le plan européen. Et malgré tout, on a un parti, Syriza, qui n'avait pas de voie de sortie, qui n'avait pas planifié de voie de sortie du capitalisme. Et au final, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont imposé des mesures d'austérité pires que les conservateurs avant eux. Qu'est-ce que ça le fait? Le parti est tombé dans le discrédit total et ça l'a préparé le retour de la droite. L'exemple de Syriza, on ne pourra pas trop le mentionner. Il y en a d'autres exemples. On pourrait donner l'exemple du gouvernement de François Hollande en France en 2012. Un autre exemple que je voulais aborder, c'est l'exemple de Bob Rae et le NPD en Ontario dans les années 90. Parce que oui, on entend souvent, même encore aujourd'hui, chez QS puis chez d'autres partis de gauche, l'austérité, c'est un choix politique, il faut avoir le courage de prendre une autre voie et tout ça. Puis on l'a vu plusieurs fois dans l'histoire que c'est pas le cas du tout, en fait. L'austérité, c'est une nécessité qui découle du système capitaliste lui-même. Puis quand un parti de gauche essaye de s'y opposer, mais il voit tout le poids des riches, des banquiers, puis des compagnies, tout ce poids-là se met sur eux pour leur empêcher de faire quoi que ce soit. Puis Bob Rae avait été élu dans les années 90 sous un programme de réforme très, très, très modeste. Puis il y a eu une offensive concertée des capitalistes en Ontario pour écraser son gouvernement. Ils avaient acheté de la pub dans des médias américains en disant « Investissez pas en Ontario, aidez pas les socialistes du NPD ». Ils avaient menacé de faire une grève de l'investissement pour faire plier le gouvernement. Et ça a marché, en fait. T'sais, on a vu le récent budget du Québec, 13 milliards de dollars de déficit, si je ne me trompe pas. Concrètement, qu'est-ce que QS ferait? Est-ce qu'ils augmenteraient les impôts des riches? Qu'ils essayent. Puis évidemment, on est pour que les riches payent plus leur juste part, mais les riches peuvent juste envoyer leur argent dans des paradis fiscaux, puis décider de ne pas investir au Québec, puis de mettre cette pression économique-là sur un gouvernement de gauche qui essayerait même de s'attaquer à leur pouvoir. Donc je pense que le point ici, tu l'as déjà mentionné, mais je pense que ça vaut la peine de le répéter. La question de l'avenir de QS, de l'avenir de la gauche, puis de la lutte de la classe ouvrière dans la période dans laquelle on se trouve, de crise du système, ça va être résolu si on a un parti qui propose de rompre avec le système, pas juste d'avoir une image anti-establishment, de dénoncer les riches, de dénoncer les institutions. Ce serait déjà un bon début si QS commençait à faire ça, mais c'est pas suffisant, comme tu dis. Il faut un parti qui n'ait pas peur de proposer de nationaliser les grands leviers de l'économie, les banques, les compagnies, les ressources, de mobiliser la classe ouvrière dans un mouvement de masse pour défendre ça, en fait, puis essentiellement commencer à bâtir une société différente, une société socialiste, contrôlée par les travailleurs eux-mêmes. Puis les gens qui pensent que c'est utopique, ça ne marchera pas, c'est les mêmes personnes qui ont amené QS où ils sont en ce moment. Puis ça c'est un point d'ailleurs qu'il ne faut pas oublier de mentionner. Ce qui s'est passé dans Québec solidaire, avec Gabriel Nadeau-Dubois, sa contre-révolution tranquille, ça s'est fait presque sans bataille sérieuse, en fait. Le collectif Tendance marxiste, dans lequel on a milité toutes ces années-là, on s'est souvent fait dire « Ah, mais vous allez trop loin, vous critiquez trop, il n'y en a pas de problème, faut pas trop brasser la cage dans QS. » Puis le résultat, c'est que GND a pu faire sa transformation de QS presque sans opposition, en fait. Puis là, des voix se réveillent, disent « OK, peut-être qu'on a pris la mauvaise direction. »
c'est peut-être trop peu, trop tard, en fait. L'avenir le dira, mais le point, puis ça, c'est ce que le PCR a à offrir, c'est de dire, ça nous prend un parti qui n'a aucunement peur de dénoncer l'establishment, dénoncer le système capitaliste, dénoncer les institutions parlementaires dans lesquelles les députés vont voter pour nous enlever le droit de grève, vont voter pour des mesures d'austérité, mais qui propose aussi un programme pour en finir avec la crise. Puis ça, c'est un programme socialiste. Donc, c'est ça que le PCR a à offrir. Puis c'est pour ça qu'on se bat chez les travailleurs, dans le mouvement étudiant, partout où on peut pour amener ces idées-là. Puis on est prêt à travailler avec n'importe qui est tanné du système capitaliste, qui est tanné d'un monde où les riches s'enrichissent sans arrêt. Donc c'est ça que nous, on a à offrir. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Ben, je pense que t'as bien dit, mais effectivement, puis j'ai un point que tu mentionnais tantôt, ce qu'on entend constamment, on a entendu depuis très longtemps, à QS comme partout dans la gauche au Québec, c'est la question du fameux courage politique. Ça prend du courage politique, c'est pas une question de possibilité. GND disait ça à un moment donné, c'est pas une question de possibilité, tu sais, demander à ce que les grandes entreprises payent plus d'impôts, c'est pas une question de possibilité, c'est une question de courage. C'est une question de courage, faut juste leur demander courageusement. Exactement, puis c'est drôle parce que même aussi j'ai ressorti un truc qui disait, je pense que c'était pendant la pandémie, où est-ce que il disait, qu'est-ce que les sociétés ont fait? Il parlait notamment après la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce que les sociétés ont fait pour se relever, pour sortir des crises? Il dit, ils ont pris les mesures qu'il fallait, ils ont trouvé l'argent où ce qu'il fallait, ils sont allés chercher l'argent dans les grandes entreprises pour financer la société, tout ça. Mais après ça, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de plan concret d'aller chercher cet argent-là. Puis l'idée, c'est que ça prend du courage d'aller convaincre le patronat, on dirait, d'aller chercher cet argent-là. Mais je pense que la réalité, c'est qu'on n'est pas dans une période où est-ce que le patronat va se laisser taxer facilement, où est-ce que les patrons vont dire « OK, parfait, on va laisser des miettes aux travailleurs ». On n'est plus à l'époque des 30 Glorieuses. Ce qui nous attend, en particulier au Canada, dans la prochaine période, c'est assez clair, c'est une période de crise profonde du système capitaliste. Il n'y en aura pas de miettes pour les travailleurs. Si on n'a pas un plan clair dès maintenant de lutter contre la classe capitaliste et de préparer la transition, de préparer la sortie du capitalisme, d'avoir un plan clair pour socialiser la production, pour socialiser l'économie, un parti au pouvoir qui n'a pas ce plan clair-là, comment va-t-il faire pour résister aux pressions du grand patronat? Et s'il ne prépare pas un mouvement de masse derrière ça, qu'est-ce qui va se passer? Puis je pense qu'il faut se rendre à l'évidence, il n'y en aura pas de solution facile. Il faut construire un parti qui mette un programme socialiste à l'avant-plan et qui lutte pour rompre avec ce système-là pour vrai. Que ce ne soit pas juste des paroles en l'air ou des bonnes idées, mais que ça soit quelque chose de concret. C'est ça qu'on essaie de faire au PCR. Puis je pense que le point central, c'est que c'est ça qui manque au Québec. Et nous, on va travailler avec n'importe qui, je pense, dans la gauche qui veut vraiment construire ça. C'est ça qui nous manque. Et c'est ça qui va nous permettre justement de lutter contre les attaques de la droite populiste. C'est pleinement ça. Ouais, ben merci Hélène. Je pense que ça conclut bien l'épisode d'aujourd'hui. Donc, merci tout le monde de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié. On va aussi mettre quelques articles qu'on a écrits sur QS ces dernières années dans les notes, dans la description de cet épisode-ci, parce qu'effectivement, c'est quelque chose, la crise dans QS, la crise latente depuis plusieurs années, on a écrit longuement là-dessus. Donc, vous pouvez aller lire pour vous-même l'analyse qu'on a produite ces dernières années. Ça ne nous a pas particulièrement surpris, en fait, la crise dans laquelle QS se trouve. C'est un reflet de l'impasse de la gauche partout dans le monde, puis ça reflète, oui, la nécessité d'une gauche révolutionnaire, en fait, qui lutte pour renverser le système capitaliste lui-même. Donc, c'est ça, le Parti communiste révolutionnaire. Puis si ça vous parle, ben, le PCR, c'est votre parti aussi. Donc, merci de nous avoir écoutés et on se revoit très bientôt. De Montréal à